Malgré tout ce qu'on peut dire sur la Chine comme grande puissance navale, maritime, et c'est vrai, la Chine s'équipe énormément, je crois encore à un possible équilibre dans la région, parce qu'en face de la Chine, vous avez quand même toutes ces petites puissances sud-est asiatiques qui s'équipent d'un point de vue naval avec des bâtiments qui ont trait au sea denial, c'est-à-dire cette capacité à rejeter de grands déploiements navals à l'extérieur de la région, parce qu'on est dans un contexte spécifique de mer étroite, de détroit, de mer quasi fermée par moment, où les grands groupes aéronavals ne peuvent pas manœuvrer si facilement, et d'autant plus qu'ils sont assez vulnérables depuis les côtes, de fait de batteries de missiles notamment. Donc ces batteries de missiles, conjuguées à tous les petits navires rapides des marines de la région, pourraient suffire à faire peser une menace sur la Chine si tant est qu'elle voulait descendre un peu plus bas vers le sud. Si vous rajoutez à cela les États-Unis, le Japon qui est pas loin, et puis l'Inde aussi qui commence à montrer le bout de son nez, en tout cas à s'inviter dans les débats, la Chine n'est pas toute seule, et donc on arrive à un certain équilibre qui n'est pas loin d'être celui de l'Europe, des concerts des nations en Europe, sachant qu'il y a pas mal de réseaux, de canaux d'échange et de discussion avec toutes les conférences Track 1, Track 2, 1.5, donc qui permettent justement de réguler cet équilibre. Je ne suis pas convaincu que la Chine soit prête à passer au stade supérieur et au conflit armé avec le Japon, ce serait quand même extraordinaire. En revanche, il y a une conséquence même pour la mer de Chine méridionale, à savoir que la Chine se retrouve à présent sur deux fronts, au nord avec le Japon et puis au sud avec la mer de Chine. Alors à voir si justement, parce qu'on a vu que pendant que ça s'excitait un peu au nord, ça se calmait un peu au sud, ou en tout cas on en parlait beaucoup moins. Donc à voir si effectivement tout ce qui se passe avec le Japon pourrait avoir une influence après sur les discussions en mer de Chine, ou là peut-être que en mer de Chine méridionale, et là peut-être que Pékin sera un peu moins à mettre la pression sur les États riverains. Je crois volontiers, outre l'ASEAN d'un côté et la Chine de l'autre, je crois volontiers à des prises d'initiative, notamment de la part de l'Indonésie et puis de Singapour, qui pourraient être assez moteurs pour relancer la dynamique régionale, si tant est qu'au niveau de l'ASEAN, ça ne suffirait pas. On n'arriverait pas à mettre en place une dynamique régionale. Mais si vous entendez par États tiers et des États extérieurs, c'est vrai que certains mentionnent, alors étonnamment, j'ai entendu parler de l'Australie, mais il y a aussi l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'était des témoignages de diplomates européens justement qui disaient que certains sont demandeurs, les Philippines, mais aussi les États-Unis. Étonnamment, la Chine a un peu moins. Mais l'Union européenne, déjà, a un poids commercial vis-à-vis de l'ASEAN. Je crois que c'est le deuxième partenaire commercial. Mais surtout, il y a une expérience dans la gestion des conflits maritimes, des disputes maritimes, dans la gestion des trafics maritimes, qui pourrait être tout à fait utile pour la région, d'autant plus que tous les États d'Europe ont parfois dans leurs archives des cartes et des rapports qui pourraient être très utiles dans la résolution des conflits.